À partir de ce soir, la véritable maîtresse de cette maison, c'est moi. La voix d'Océane a tranché l'air chaud, saturé d'odeurs de sapin et de dinde rôtie, comme une lame de rasoir sur de la soie. En une fraction de seconde, le brouhaha joyeux qui animait mon salon s'est éteint. Les rires se sont étranglés dans les gorges, les fourchettes se sont figées en l'air, et le tintement cristallin des verres qui s'entrechoquaient a cessé brusquement. Seul le crépitement du bois dans la grande cheminée en pierre continuait de résonner, soudainement assourdissant, marquant le rythme frénétique de mon cœur qui semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Je me tenais là, une coupe de champagne à la main, pétrifiée, incapable de cligner des yeux. Autour de la table en chêne massif que j'avais moi-même restaurée pendant des mois, les regards de mes amis et de ma famille se sont braqués sur moi. Des regards confus, gênés, fuyants. J'ai cherché instinctivement le soutien de mon mari, Tanguy. Je cherchais une ancre dans cette tempête soudaine. Mais lui, l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 5 ans, fixait obstinément son assiette de foie gras, tournant nerveusement le pied de son verre de vin rouge entre ses doigts moites. Il ne me regardait pas. Il ne pouvait pas me regarder. Il savait. Il y a encore 5 minutes, tout était parfait. C'était l'aboutissement de mon rêve absolu. Notre premier Noël dans cette ancienne ferme des Monts d'Or que j'avais passé 2 ans à rénover de mes propres mains, pierre par pierre, après des journées de travail interminables en tant qu'architecte paysagiste. La dinde dorée trônait au centre de la table, le sapin immense touchait presque les poutres apparentes du plafond cathédral, les guirlandes scintillaient comme des étoiles capturées. Tout semblait être la preuve tangible que mes sacrifices, mes nuits sans sommeil, mes mains abîmées par le ciment, avaient enfin payé. Une nuit parfaite. Une illusion parfaite. Et peut-être que, au fond de moi, j'attendais ce moment. Le moment où le masque tomberait enfin. Océane, ma propre sœur, se tenait debout en bout de table, à la place d'honneur que j'avais naïvement laissée libre. Un sourire diabolique étirait ses lèvres peintes d'un rouge agressif, presque violent. Elle tenait un document à la main, le secouant légèrement comme un trophée de guerre. « Eh bien, Marielle ? Tu pensais vraiment que cette maison t'appartenait encore ? Quelle pitié, ma pauvre fille !» La façon dont elle prononçait mon prénom, avec une douceur mielleuse qui dissimulait un venin mortel, me donna la nausée. Elle savourait chaque syllabe, chaque seconde de mon humiliation publique, comme si elle se nourrissait de ma détresse. Désolée de gâcher la fête, continua-t-elle en balayant l'assemblée du regard avec une arrogance royale, mais le jeu est terminé. J'ai déjà signé l'acte notarié ce matin. Tanguy et toi m'avez cédé la propriété. C'est officiel, enregistré et tamponné. Quoi ? Ai-je murmuré, feignant l'incompréhension totale, alors que les alarmes hurlaient déjà dans ma tête depuis des semaines. J'ai joué la surprise, laissant ma mâchoire se décrocher légèrement. Océane me regarda de haut, avec ce mépris qu'elle me réservait depuis notre enfance, ce regard qui disait que je ne serais jamais assez bien, et asséna le coup de grâce. Si tu n'es pas contente, tu peux partir. Et pas seulement de cette maison. Dégage de notre famille. Tu n'as plus ta place ici. Tanguy reste avec moi. L'air dans la pièce gela instantanément. Ce n'était pas une mauvaise blague de fin de soirée. Ce n'était pas l'alcool qui parlait. C'était une exécution sommaire. La nuit qui devait être la plus heureuse de ma vie venait de se transformer en un enfer glacé par la trahison la plus cruelle imaginable. Ma sœur, mon mari, mes parents, ils étaient tous là, complices silencieux ou actifs de ma chute. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant que nous plongions dans les détails sordides de cette trahison familiale et de la vengeance implacable qui a suivi, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire incroyable. Êtes-vous à Paris, à Lyon, au Québec, ou peut-être ailleurs dans le monde ? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment ? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos messages et savoir qui m'écoute avant de commencer ce récit. Tout le monde attendait que je m'effondre. Que je pleure, que je crie, que je fasse une scène hystérique digne d'une tragédie, que je supplie à genoux. Alors, j'ai fait exactement ce qu'ils attendaient. J'ai laissé mes lèvres trembler. J'ai écarquillé les yeux, jouant la femme brisée, choquée, incapable de comprendre la réalité qui s'effondrait sous ses pieds. Mais à l'intérieur, mon esprit était calme. Froid. Aussi tranchant qu'un scalpel de chirurgien. Le bruit autour de moi semblait lointain, ouaté. Ah, c'est enfin arrivé, pensais-je avec une lucidité effrayante. Le piège s'est refermé sur eux, pas sur moi.
Je me préparais à ce jour depuis longtemps. Le visage triomphant d'Océane, le silence coupable et l'âge de Tanguy, les regards approbateurs de mes parents Bernard et Colette qui n'avaient jamais su m'aimer. Tout cela sonnait pour moi comme le déclic final d'une pièce de puzzle complexe qui s'emboîte parfaitement. Bien sûr, cela ne voulait pas dire que mon cœur ne saignait pas. Pendant un bref instant, l'image de la petite Océane de notre enfance a traversé mon esprit. La petite fille fragile que j'avais tant protégée dans la cour de récréation. Quand avait-elle commencé à vouloir ma vie? Quand avait-elle commencé à haïr mon bonheur à ce point? Quand était-elle devenue ce monstre d'avidité? Il n'y avait pas besoin de faire un scandale maintenant. J'ai décidé de simplement m'éloigner sans dire un mot de protestation. Pour eux, cela ressemblerait à une capitulation totale. À la fuite d'une chienne battue. Mais pour moi, c'était le début de la contre-attaque. C'était le calme avant la tempête nucléaire. Tout a commencé bien avant ce soir. Les engrenages de cette machination se sont mis en place il y a environ 1 an, le jour où j'ai signé le compromis de vente pour cette ruine qui allait devenir mon palais et ma prison. Il faut que vous compreniez le contexte pour saisir l'ampleur de ce qui s'est passé. Je suis paysagiste et architecte d'extérieur. Mon métier, c'est la terre, la structure, la patience et la vision à long terme. J'ai passé 10 ans à économiser chaque centime, travaillant 14 heures par jour, les mains dans la boue, sous la pluie battante ou le soleil brûlant de juillet, pour bâtir ma carrière et ma réputation. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Surtout pas à ma famille. J'ai construit ma vie brique par brique, seule. Dans la famille, j'ai toujours été l'autre. Celle qui est solide comme un roc. Celle qui n'a besoin de rien, ni d'aide, ni de compliments. Océane, ma sœur cadette de 5 ans, était la princesse. La fragile. Le bébé miracle, comme disait ma mère avec des larmes aux yeux. Océane ne travaillait pas vraiment. Elle se définissait comme influenceuse lifestyle sur les réseaux sociaux, ce qui signifiait concrètement qu'elle passait ses journées à prendre des photos retouchées dans des cafés branchés et à acheter des vêtements hors de prix avec l'argent de nos parents retraités, bien qu'elle ait 31 ans passés. Quand j'ai trouvé cette vieille ferme dans les Monts d'Or, une zone très prisée et très chère près de Lyon, c'était une ruine absolue. Personne n'en voulait. Les murs s'effritaient, le toit fuyait de partout, le jardin était une jungle impénétrable de ronces et d'orties. Mais j'ai vu son âme. J'ai vu son potentiel. J'ai vu ce qu'elle pouvait devenir avec de l'amour et du travail. J'ai investi toutes mes économies, plus l'héritage que ma grand-mère m'avait laissé spécifiquement à moi, un point de discorde éternel et amer avec Océane qui n'avait rien reçu car grand-mère voyait clair dans son jeu. Tanguy, mon mari, était hésitant, voire franchement hostile au projet. C'est trop de travail, Marielle. On est bien dans notre appartement en location en centre-ville. Pourquoi tu veux te compliquer la vie avec ce tas de pierres? Me disait-il, affalé sur le canapé, sa manette de jeu à la main, les yeux rivés sur son écran. Tanguy travaillait dans un bureau, un emploi administratif sans grande ambition ni passion. Il n'avait jamais compris ma flamme, ni mon besoin viscéral de construire quelque chose de durable, quelque chose qui m'appartienne. Surtout, il n'avait pas mis un seul centime dans l'achat de la maison. J'avais insisté pour payer comptant avec mes fonds propres et l'héritage. À l'époque, il avait boudé pendant des semaines, disant que je ne lui faisais pas confiance, que je l'excluais. Mais j'avais tenu bon, prétextant des raisons fiscales complexes pour clore le débat. Dieu merci, j'avais tenu bon. Mon instinct de survie m'avait déjà sauvé sans que je le sache. Les travaux ont duré 1 an. 1 an d'enfer physique et de paradis créatif. Je passais mes week-ends et mes soirées à poncer les poutres centenaires, à casser des cloisons à la masse, couvertes de poussière de plâtre jusqu'aux cils, les cheveux en bataille, les muscles endoloris. Tanguy venait parfois, les mains dans les poches, regarder autour de lui avec dédain, soupirait en disant qu'il y avait trop de bruit et de poussière, et repartait voir des amis ou jouer au foot. Je me sentais seule, terriblement seule dans ce chantier titanesque, mais la vision de la maison finie me portait, me donnait l'énergie de continuer. Quand les travaux furent enfin terminés, la transformation était spectaculaire. C'était un chef-d'œuvre. Les grandes baies vitrées que j'avais fait percer inondaient le salon de lumière naturelle, le parquet en chêne ancien restauré brillait comme un miroir, la cuisine ouverte était digne d'un magazine de décoration internationale. La valeur de la maison avait triplé, voire quadruplé. C'était devenu un bijou immobilier. C'est là que les vautours ont commencé à tourner. Ils ont senti l'odeur de l'argent et du succès.
Le premier week-end après l'emménagement officiel, j'ai invité Océane pour une crémaillère intime. Je voulais naïvement partager ma joie avec ma sœur. Quelle erreur monumentale. Dès qu'elle a franchi le seuil, elle n'a pas félicité mon travail acharné. Elle a couru dans la maison comme une enfant gâtée, touchant à tout, ouvrant les placards, testant les canapés. C'est tellement grand, a-t-elle dit, une lueur d'envie pure et toxique dans les yeux, scannant chaque détail coûteux. Ça te ressemble tellement, Marielle. C'est froid. C'est trop grand pour toi toute seule avec Tanguy. Vous allez vous perdre ici. Puis, s'adossant à la grande baie vitrée qui donnait sur le jardin paysager que j'avais sculpté plante par plante, elle s'est tournée vers moi avec ce sourire en coin que je détestais tant. Et, peut-être que je devrais juste prendre cette maison pour moi. Après tout, j'ai besoin d'un beau décor pour mes vlogs et mes stories. Toi, tu es tout le temps au travail, tu n'en profites même pas. Tu rentres juste pour dormir. C'est du gâchis. Elle a ajouté un petit rire cristallin, un son qui se voulait innocent mais qui sonnait faux. Je plaisante, bien sûr. Détends-toi. J'ai ri poliment, mais mon estomac s'est noué. Arrête tes bêtises, Océane. Mais un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Parce que les yeux d'Océane ne riaient pas du tout. Il n'y avait rien de ludique en eux, seulement un éclat froid, calculateur, prédateur. Comme si elle évaluait une marchandise qu'elle avait déjà l'intention de voler, calculant comment se l'approprier. À côté d'elle, Tanguy a eu un petit rire gêné et a rapidement détourné le regard vers ses chaussures. Elle a raison sur un point, Marielle, a-t-il marmonné, presque inaudible. C'est vrai que tu travailles trop. Océane saurait mettre de la vie ici. Elle a du goût, elle. J'ai fait semblant de ne pas remarquer l'étrange tension qui a traversé la pièce ce soir-là, une électricité statique désagréable. Plus tard, au lit, dans notre nouvelle chambre, j'ai dit à Tanguy, Océane n'était-elle pas un peu bizarre aujourd'hui? Même pour une blague? Ses remarques étaient déplacées. Il a balayé ma remarque d'un revers de main agacé, sans même lever les yeux de son téléphone qui illuminait son visage dans le noir. Tu réfléchis trop, comme d'habitude. C'était juste une blague. Elle a toujours été comme ça, un peu exubérante. Tu es jalouse de sa spontanéité et de sa jeunesse, c'est tout. Arrête d'être parano. Il n'a même pas vu mon regard blessé dans la pénombre. Il continuait de faire défiler son écran, un demi-sourire aux lèvres. Je ne pouvais rien dire de plus. Pourtant, le regard d'Océane ce jour-là est resté planté en moi comme une petite épine infectée, profondément enfouie dans ma poitrine. Et cette épine, avec le temps, a commencé à suppurer, diffusant lentement le poison du soupçon dans mon cœur et dans mon mariage. Océane a commencé à venir à la maison de plus en plus souvent. Au début, c'était juste pour passer dire bonjour. Puis c'était pour profiter de la piscine l'après-midi quand il faisait chaud. Puis c'était pour des week-ends entiers, arrivant le vendredi soir avec sa valise. Elle arrivait sans prévenir, souvent quand j'étais encore au bureau, et s'installait comme si elle était chez elle, se servant dans le frigo, utilisant mes produits de beauté. Elle a commencé par des petites critiques insidieuses sur la décoration, distillant son venin goutte à goutte. Si c'était moi, je mettrais ce canapé là-bas, la lumière est meilleure. Ce tableau est trop sombre, ça déprime l'ambiance, tu devrais le changer pour quelque chose de plus moderne. À chaque fois que je m'agaçais, Tanguy prenait immédiatement son parti. Elle a juste l'œil pour le design, Marielle. Sois plus ouverte d'esprit. Elle essaie de t'aider à avoir du goût. Petit à petit, dans la maison dont j'avais rêvé et pour laquelle j'avais travaillé si dur, j'ai commencé à me sentir comme une étrangère. Comme une invitée indésirable dans ma propre demeure. L'ingérence d'Océane s'est intensifiée de jour en jour, devenant de plus en plus flagrante. Le moment où elle a franchi la ligne rouge, c'est un après-midi de novembre où je suis rentrée plus tôt que prévu d'un chantier, malade d'une migraine carabinée qui me brouillait la vue. Je suis montée dans ma chambre, espérant trouver le calme et l'obscurité. La porte était entr'ouverte. Océane était là. Elle se tenait près de mon lit conjugal, jetant ma housse de couette préférée en lin lavé sur le sol comme un chiffon sale, et essayant de la remplacer par une nouvelle parure, en satin rose bonbon, vulgaire et criarde. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ma voix est sortie plus froide et plus dure que je ne le pensais, malgré ma douleur. Océane s'est retournée, nullement gênée, et a souri de toutes ses dents. « Oh, Marielle. Tu es là ?» Cette chambre était tellement terne, tellement triste.
Je pensais qu'elle avait besoin d'un peu plus de peps, de passion. C'est pour une séance photo pour mon Instagram, ça va faire fureur. J'ai regardé ma couette au sol, piétinée par ses chaussures sales. Comment es-tu entrée? J'avais fermé la porte d'entrée à clé. Quand je l'ai pressée du regard, elle a répondu avec une désinvolture effrayante, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La clé? Oh, Tanguy m'a donné un double la semaine dernière. Pour que je puisse venir aider quand je veux, arroser les plantes, tout ça. Tu es tellement débordée, ma pauvre chérie, tu ne gères plus rien. Pendant un instant, le monde a vacillé. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait piétiné quelque chose de sacré. Ma chambre, mon intimité, l'espace qui était censé n'appartenir qu'à Tanguy et moi, violé par ma sœur avec la bénédiction de mon mari. La rage et l'incrédulité ont déferlé en moi comme un incendie de forêt. Ce soir-là, j'ai confronté Tanguy dès qu'il a passé la porte. Pourquoi as-tu donné un double des clés à Océane sans m'en parler? Elle est entrée dans notre chambre. Elle a fouillé dans mes affaires. Elle changeait nos draps, Tanguy. Il a soupiré bruyamment, posant sa mallette, clairement agacé par ma crise. Elle essaie juste d'aider, Marielle. Bon sang, tu devrais être un peu plus reconnaissante envers ta sœur au lieu d'être hystérique. Elle se soucie de nous. Elle veut que la maison soit belle et accueillante. C'est ma maison, Tanguy. Pas la sienne. Pas la nôtre. La mienne. Et je ne veux pas qu'elle entre ici quand je ne suis pas là. Il s'est figé. Une lueur de haine pura traverser ses yeux, vite remplacée par une expression de victime blessée qu'il maîtrisait à la perfection. Ah, voilà. On y revient toujours. C'était à maison. Tu ne me laisseras jamais oublier que je ne gagne pas autant que toi, hein? Tu aimes m'humilier, me rappeler que je suis chez toi. Tu es une femme castratrice, Marielle. C'était sa tactique habituelle. Retourner la situation. Se faire passer pour la victime du patriarcat inversé pour que je me sente coupable. Et d'habitude, ça marchait. Je m'excusais. Je le rassurais. Je baissais la tête. Mais cette fois, quelque chose s'était brisé définitivement en moi. Son téléphone a vibré sur la table basse en verre. J'ai aperçu l'écran qui s'allumait. Le nom d'Océane a clignoté, accompagné d'un émoji cœur rouge. Il a précipitamment retourné face contre table, la main tremblante. C'est à ce moment-là que l'alarme en moi a commencé à hurler pour de bon. Ce n'était pas de la gentillesse familiale mal placée. Ce n'était pas de l'entraide. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose de sale, de clandestin. Dites-moi honnêtement, si votre conjoint donnait les clés de votre maison à sa belle-sœur sans vous le dire, et qu'elle commençait à redécorer votre chambre à coucher conjugale, comment réagiriez-vous? Est-ce que vous auriez explosé de colère tout de suite en les mettant tous les deux dehors, ou auriez-vous fait comme moi, en attendant d'avoir plus de preuves concrètes pour frapper plus fort? Écrivez, je les aurais mis dehors ou j'aurais enquêté dans les commentaires. Je veux voir votre instinct de survie. Les graines du doute avaient pris racine, et elles poussaient à une vitesse terrifiante, envahissant tout mon esprit. Les regards étranges et complices entre lors des dîners de famille le dimanche. Les conversations chuchotées qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans la pièce, remplacées par des silences pesants. La façon dont Tanguy ne lâchait plus jamais son téléphone, l'emportant même aux toilettes ou sous la douche. Chaque petite incohérence commençait à se connecter, formant une ligne accablante, un dessin monstrueux. Mais il me fallait une preuve. Une preuve tangible, irréfutable. Je ne pouvais pas accuser sans preuve. Quelques jours plus tard, alors que Tanguy était sous la douche, chantonnant gaiement, je suis entrée dans son bureau personnel qu'il gardait toujours fermé. Il était bordélique, laissant toujours traîner des papiers partout. J'ai fouillé dans la corbeille à papier, sous une pile de factures froissées et d'emballages de barres chocolatées. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais l'impression d'être une voleuse, une espionne dans ma propre maison. Mes mains étaient moites. Tout au fond de la corbeille, j'ai trouvé des feuilles de papier déchirées en petits morceaux. Je les ai rassemblées et je les ai reconstituées sur le sol, comme un puzzle macabre, pièce par pièce. C'étaient des feuilles d'entraînement. Quelqu'un s'était exercé à signer. Pas n'importe quelle signature. La mienne. Marielle L. Marielle L, répétée des dizaines de fois, avec des variations d'inclinaison, de pression, de vitesse. L'écriture n'était pas celle de Tanguy,
trop maladroite. C'était celle d'Océane. Je reconnaissais la boucle prétentieuse et large de CL majuscule, une habitude qu'elle avait depuis le collège. Mes mains ont commencé à trembler violemment. Pourquoi Océane s'entraînerait-elle à imiter ma signature? Pourquoi Tanguy avait-il ces papiers dans sa poubelle? J'ai continué à fouiller, fébrile. Dans un tiroir du bureau fermé à clé que j'ai réussi à ouvrir avec un trombone tordu, une astuce apprise sur un chantier il y a des années, et j'ai trouvé une enveloppe marron, cachée sous des vieux magazines de jeux vidéo poussiéreux. Elle provenait d'une étude notariale que je ne connaissais pas, située dans un quartier louche de Lyon. J'ai hésité une seconde. Ouvrir le courrier de son mari est un délit. Mais imiter ma signature en était un bien plus grave. J'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un brouillon de document officiel, une donation entre vifs. En lisant les termes juridiques complexes, mon sang s'est glacé dans mes veines, me donnant des vertiges. Le document stipulait que moi, Marielle, je faisais don de la nue propriété de ma maison à ma sœur Océane, en conservant un usufruit temporaire qui s'éteindrait automatiquement en cas de divorce ou de départ volontaire du domicile conjugal. Et en bas de la page, il y avait ma signature. Une imitation presque parfaite, celle qu'Océane avait pratiquée sur les feuilles déchirées. Une signature qui validait ma propre dépossession. Je suis resté figé, le document en main, le souffle coupé. Ce n'était pas juste une affaire de famille dysfonctionnelle. Ce n'était pas de la simple jalousie entre sœurs. C'était un crime. Un faux et usage de faux. Une tentative d'escroquerie en bande organisée. Il ne voulait pas juste vivre avec moi ou profiter de ma piscine. Il voulait me voler. Il voulait me dépouiller légalement de tout ce que je possédais, de mon toit, de mon argent, de ma vie. La colère a failli me submerger, une vague rouge et brûlante. J'ai eu envie de courir dans la salle de bain, d'arracher le rideau de douche et de hurler au visage de Tanguy. De lui enfoncer ce papier dans la gorge jusqu'à ce qu'il s'étouffe. De le frapper. Mais la raison, froide, impitoyable et salvatrice, m'a retenu. Si j'explosais maintenant, il saurait que j'avais découvert le pot aux roses. Il détruirait les preuves. Il dirait que c'était juste un brouillon pour rire, une blague de mauvais goût, un malentendu. Océane pleurerait ses larmes de crocodile, mes parents diraient que je suis paranoïaque et méchante, et Tanguy s'en sortirait en jouant l'idiot. Non. Je ne pouvais pas perdre cet avantage. Je devais être plus maligne qu'eux. Avec des mains tremblantes mais précises, j'ai sorti mon smartphone et j'ai photographié chaque document, chaque page, chaque feuille d'entraînement reconstituée. Puis j'ai remis le document original dans l'enveloppe, j'ai refermé le tiroir à clé, et j'ai remis les bouts de papier dans la poubelle, exactement comme je les avais trouvés, en mélangeant un peu pour que ça fasse naturel. Ce soir-là, quand Tanguy est sorti de la salle de bain, la porosie, sentant le gel douche et la trahison, je l'ai accueilli avec un calme terrifiant qui me surprenait moi-même. Bonne douche, chérie. Mon cœur était prêt à exploser dans ma poitrine, mais mon visage était un masque de marbre impénétrable. Oui, ça fait du bien, a-t-il répondu en souriant, sans se douter une seconde que sa femme, cette femme qu'il prenait pour une idiote, venait de signer son arrêt de mort sociale. Seul dans la chambre d'amis, j'avais prétexté que je ronflais à cause de mon rhume pour ne pas dormir avec lui et risquer de l'étrangler dans son sommeil, j'ai enfin laissé couler les larmes. Des larmes de rage pure. De solitude absolue. Mais il n'y avait pas de temps à perdre à pleurer. J'avais besoin d'alliés puissants. Dès l'aube, j'ai appelé Sidonie, ma meilleure amie d'université, devenue une avocate redoutable et crainte en droit de la famille et en droit pénal. Le lendemain matin, assise dans le cabinet moderne et épuré de Sidonie, j'ai tout déballé, la voix tremblante. Quand je lui ai montré les photos des documents falsifiés sur mon téléphone, son visage professionnel s'est assombri d'une colère froide. Marielle, c'est grave. Très grave. C'est du pénal. On parle de plusieurs années de prison potentielle. Elle s'est penchée vers moi, ses yeux fixés dans les miens. Tanguy et Océane sont en train de monter une arnaque immobilière complexe. Mais pour que ça tienne devant un tribunal et qu'on les détruise totalement, il faut plus que des brouillons trouvés dans une poubelle. Il faut prouver l'intention et l'acte. Il faut les laisser aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que je dois faire ? Ai-je demandé, la voix brisée, me sentant petite et vulnérable. Tu dois jouer le jeu. Tu dois devenir la meilleure actrice du monde. Tu dois les laisser croire qu'ils ont gagné, qu'ils sont plus malins que toi.
Et surtout, tu dois engager un professionnel pour surveiller leurs moindres faits et gestes, pour avoir des preuves irréfutables. Elle a ouvert son tiroir et m'a tendu la carte de visite noire d'un détective privé, un certain Monsieur Renard. Si tu veux les coincer, tu dois être impitoyable. Pas de pitié. J'ai suivi son conseil à la lettre. J'ai engagé Monsieur Renard le jour même. Et ainsi a commencé ma double vie. À l'intérieur de la maison, je continuais de jouer le rôle de l'épouse fatiguée, un peu naïve, trop occupée par son travail pour remarquer quoi que ce soit. Je rentrais tard, je soupirais, je me plaignais de mes clients. Je m'excusais même auprès de Tanguy d'avoir été distante ces derniers temps, lui préparant ses plats préférés. Cela a fonctionné à merveille. Convaincus que j'étais aveugle et stupide, ils sont devenus négligents, arrogants. Les rapports de Monsieur Renard ont commencé à arriver dans ma boîte mail sécurisée. Chaque enveloppe virtuelle était un nouveau coup de poignard dans mon cœur déjà en lambeaux. Le premier rapport contenait des photos haute définition. Tanguy et Océane entrant dans un hôtel bon marché de la banlieue lyonnaise en plein après-midi, main dans la main, riant. Je m'en doutais, mon instinct me l'avait crié, mais voir la preuve, voir la main de mon mari posée possessivement sur la taille de ma sœur, voir la façon dont il se regardait avec désir, c'était comme boire de l'acide pur. Mais ce n'était pas tout. Le rapport suivant était encore plus accablant, plus destructeur. Monsieur Renard avait réussi à obtenir des enregistrements audio grâce à un micro long porté alors qu'il déjeunait en terrasse d'un café. La voix d'Océane était claire, nette et glaciale. Elle est tellement bête, cette pauvre fille. Elle ne se doute de rien. Une fois que le notaire aura validé l'acte avec sa signature imitée, on pourra la mettre dehors légalement. On dira qu'elle est instable psychologiquement, qu'elle a voulu faire un geste pour se faire pardonner de t'avoir négligée. Les parents nous soutiendront, ils ont toujours préféré que je sois heureuse. Et la voix de Tanguy, la voix de l'homme à qui j'avais juré fidélité, l'homme avec qui je voulais avoir des enfants. J'ai hâte, bébé. J'ai hâte qu'on vive enfin dans cette maison sans elle. Elle me fatigue avec ses airs de sainte nitouche, avec sa réussite. Avec l'argent qu'on économisera sur le loyer et la vente potentielle plus tard, on pourra voyager, vivre la belle vie. Ils ne planifiaient pas seulement de me voler ma maison. Ils avaient une liaison depuis des mois. Peut-être même avant que j'achète la ferme. J'étais leur vache à lait. J'étais le dindon de la farce. J'étais le moyen pour eux d'accéder à la richesse sans travailler. Une nausée violente m'a prise. J'ai couru aux toilettes du bureau pour vomir mon déjeuner. Comment avait-il pu? Comment ma propre chair et mon propre sang pouvaient-ils me haïr et me mépriser à ce point? J'ai aussi découvert qu'ils avaient volé mes codes bancaires. Ils cartographiaient toute ma vie financière. Ils savaient exactement combien j'avais sur mes comptes, mes placements. La colère a laissé place à une détermination glaciale, métallique. J'ai essuyé ma bouche, j'ai regardé mon reflet pâle dans le miroir et je me suis fait une promesse. Ils allaient payer. J'ai appelé Sidonie. J'ai tout ce qu'il faut. Les preuves d'adultère, les preuves de la préméditation de l'escroquerie, les enregistrements. Parfait, a répondu Sidonie, sa voix tranchante comme une épée. Maintenant, il faut attendre qu'ils passent à l'acte. Il faut qu'ils utilisent le faux document publiquement. C'est là que le piège se refermera sur eux. Mais quand allait-il agir? La réponse est venue d'un coup de fil de ma mère, Colette, quelques jours plus tard. Marielle, chérie, a-t-elle dit avec cette voix doucereuse et manipulatrice qu'elle prenait quand elle voulait quelque chose. Pour Noël, on aimerait que ce soit spécial cette année. Océane a traversé des moments difficiles, elle est fragile. On pensait que ce serait bien de lui faire une grande annonce. De lui montrer qu'elle a sa place, qu'elle est en sécurité. J'ai compris instantanément. Il voulait que j'officialise quelque chose à Noël. Il poussait pour que je cède, pour que je leur donne la maison de mon plein gré, ou qu'il crée une situation où il pourrait annoncer que je l'avais fait. Sauf qu'ils ne savaient pas qu'Océane avait déjà signé pour moi avec le notaire véreux. Ils avaient besoin de la fête de Noël comme couverture, comme théâtre pour légitimer leur vol devant la famille élargie. D'accord, maman, ai-je répondu avec une douceur feinte. Je préparais une surprise inoubliable pour Noël. Vous allez voir, ce sera historique. On s'en souviendra toute notre vie. Ma mère était ravie. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir enfin brisé ma résistance. Elle ne savait pas qu'elle venait de signer l'arrêt de mort de sa petite famille parfaite.
Les jours précédant Noël furent une torture psychologique raffinée. Je marchais sur un fil au-dessus d'un précipice, chaque mot, chaque geste devait être calculé. Océane venait tous les jours à la maison. Pour aider aux préparatifs, disait-elle avec un grand sourire hypocrite. En réalité, elle venait marquer son territoire, s'habituer à sa future propriété. Elle déplaçait les meubles sans me demander. Elle donnait des ordres à ma femme de ménage. Nettoyez bien ici, je veux que ce soit impeccable pour mes invités samedi, disait-elle en passant son doigt sur un meuble. Ses invités. Elle parlait déjà au présent. Elle se voyait déjà maîtresse des lieux. J'ai profité de ces absences pour installer des caméras cachées haute définition. Une dans le salon, dissimulée dans le détecteur de fumée. Une dans le bureau de Tanguy, cachée dans une plante verte. Je voulais tout. L'image, le son, les expressions faciales. J'ai capturé des scènes hallucinantes. Océane en train de rire au téléphone avec une amie, allongée sur mon canapé, les pieds sur la table basse. Oui, c'est fait. Enfin, presque. Le notaire véreux que Tanguy a trouvé a accepté le dossier moyennant un bon dessous de table de 5 000 €. Dès le 25 décembre, je suis la reine du château. Marielle va dégager, et je récupère tout. La maison, le mari, la vie. J'ai aussi découvert qu'ils avaient manipulé mes parents avec une cruauté sans nom. Océane leur avait raconté que j'étais dépressive, suicidaire même, que je prenais des médicaments, et que me décharger de la responsabilité de la maison était un acte de charité envers moi. Marielle est à bout, maman. Elle m'a dit qu'elle voulait en finir. Si on ne fait rien, elle va craquer. Je vais prendre le relais pour la sauver, pour la soulager. Et mes parents, dans leur aveuglement coupable, avaient gobé ce mensonge grotesque parce qu'il les arrangeait. Ils justifiaient leur préférence pour Océane. Ils faisaient d'Océane l'héroïne et de moi la victime pathétique. J'ai préparé le dîner de Noël avec une précision militaire. J'ai commandé les meilleurs vins, un château Margaux hors de prix, les mets les plus fins, du caviar, des truffes. Je voulais que le contraste entre la beauté, le luxe de la fête et la laideur, la bassesse de leur âme soit absolu. Je voulais que le décor de leur chute soit grandiose. J'ai briefé Sidonie. Elle serait prête, attendant mon signal dans sa voiture au bout de la rue. J'ai contacté la gendarmerie locale. Avec les preuves accumulées par Monsieur Renard et Sidonie, le faux, l'usurpation, l'escroquerie, ils ont pris l'affaire très au sérieux. Une tentative d'escroquerie immobilière de cette ampleur, c'était du lourd. Ils ont accepté d'intervenir sur mon signal d'urgence. La veille de Noël, Tanguy était d'une humeur massacrante, un mélange instable de nervosité et d'excitation malsaine. Il sursautait au moindre bruit. « Tu es sûre que tout est prêt, Marielle ? Il ne faut pas décevoir tes parents. C'est important pour eux. » J'ai souri en arrangeant les fleurs, des lys blancs, sur la table. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Tout est prêt. Plus que tu ne le crois. Tout est exactement à sa place. » Il m'a regardé bizarrement, un instant de doute traversant ses yeux fuyants. Il a semblé vouloir dire quelque chose, peut-être un reste de conscience ? Mais son arrogance et sa cupidité ont vite repris le dessus. Il m'a embrassé sur le front un baiser de Judas, froid et sec. « Tu es une bonne épouse, Marielle. Vraiment. Tu fais de ton mieux. » J'ai failli lui cracher au visage. J'ai retenu mon souffle pour ne pas hurler. « Profite bien de ce dernier jour, Tanguy, ai-je pensé. Demain, tu n'auras plus rien. Ni femme, ni maison, ni honneur. » Et nous voilà de retour à cette soirée fatidique, le point culminant de mois de mensonges. Les invités sont arrivés vers 19 h. Mes oncles, mes tantes, des cousins éloignés que je ne voyais qu'une fois par an. Tout le monde s'extasiait sur la maison. « Marielle, c'est magnifique. Quel travail incroyable. On ne reconnaît plus la ruine. » Océane était là, rayonnante dans une robe rouge moulante, décolletée, qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle accueillait les gens à la porte comme si c'était sa maison, leur prenant leur manteau, leur indiquant où aller. « Merci, merci, entrez. Faites comme chez vous. Mettez vos manteaux ici. » Mes parents, Bernard et Colette, sont arrivés les bras chargés de cadeaux, pour Océane. Des sacs de marque de luxe. Pour moi ?
Une boîte de chocolat bas de gamme achetée à la dernière minute à la station-service. Le message était clair, brutal, Océane est la star, tu es l'accessoire. Le dîner a commencé. L'ambiance était électrique, tendue. Océane buvait beaucoup, enchaînant les coupes de champagne. Ses rires devenaient de plus en plus forts, de plus en plus stridents, presque hystériques. Elle me lançait des regards complices et arrogants avec Tanguy par-dessus la table. Il pensait que j'allais faire une annonce. Il pensait que j'allais me lever et dire « Je suis fatiguée, je donne la maison à ma sœur chérie ». Comme je ne disais rien et que je continuais à servir le plat principal calmement, Océane a perdu patience. L'alcool et l'avidité ont eu raison de sa prudence. Elle a décidé de forcer le destin. C'est là qu'elle a sorti son fameux document. Revenons à l'instant précis où elle m'a chassée. Si tu n'es pas contente, dégage. J'ai regardé ma mère, cherchant une dernière trace d'humanité. Elle avait les larmes aux yeux, mais pas de tristesse pour moi. D'émotion pour Océane. Elle voyait sa fille préférée triompher. « Marielle, sois raisonnable », a dit ma mère d'une voix tremblante. « Ta sœur a besoin de sécurité. Tu es forte, toi. Tu as toujours été la forte. Tu peux te refaire, tu as ton métier. Laisse-lui la maison. C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Fais-le par amour. » C'était la phrase de trop. Pour la famille. Cette phrase maudite qui avait servi à justifier tous les abus, toutes les négligences, toutes les injustices depuis 30 ans. J'ai posé ma coupe de champagne doucement sur la table, sans faire un bruit. J'ai pris mon sac à main posé sur une chaise. J'ai regardé Tanguy une dernière fois. Il n'a pas bougé le petit doigt. Il a regardé ailleurs. Il a choisi son camp. Il a choisi la facilité et la trahison. Très bien, ai-je dit, ma voix calme contrastant avec le chaos émotionnel de la pièce. Puisque c'est ta maison, Océane, je pars. Je vous laisse fêter ça entre propriétaires. J'ai tourné les talons. J'ai marché vers la porte d'entrée en chêne massif, le dos droit, la tête haute. Je sentais leur regard dans mon dos. Ils devaient penser que j'étais vaincue. Que j'étais brisée. Que je fuyais pour aller pleurer dans ma voiture. J'ai ouvert la porte. Le froid glacial de décembre m'a fouetté le visage, mais il m'a semblé purifiant, lavant la saleté de cette soirée. Adieu, ai-je murmuré, non pas à eux, mais à la personne que j'avais été, la fille qui voulait juste être aimée par des gens incapables d'aimer. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit lourd et définitif. Clac. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Mes larmes étaient taries. Je suis montée dans ma voiture garée dans l'allée gravillonnée, dans l'ombre d'un grand chêne. À travers les baies vitrées illuminées que j'avais moi-même dessinées, je pouvais voir la scène à l'intérieur comme sur un écran de cinéma. Océane sautait au cou de Tanguy. Mes parents applaudissaient à tout rompre. Ils débouchaient une autre bouteille de champagne. Ils riaient, la tête renversée en arrière. Ils fêtaient ma mort sociale. Ils fêtaient leur victoire sur la chienne de garde, sur celle qui travaillait trop. J'ai sorti mon téléphone. Il était 21h15. Le moment de vérité. J'ai ouvert le groupe WhatsApp familial, celui qui incluait tous les invités présents dans la maison, mais aussi ceux qui n'avaient pas pu venir, les cousins en Australie, les tantes à Paris. J'ai écrit un message simple, Joyeux Noël. Voici la vérité sur votre nouvelle maison. J'ai joint un fichier vidéo lourd, de 3 minutes. Un montage impitoyable réalisé par Monsieur Renard et moi. Il contenait tout, les enregistrements audio clairs où il planifiait de me jeter dehors comme une vieille chaussette. La vidéo oumée d'Océane s'entraînant à imiter ma signature sur la table de mon salon. Les photos haute résolution d'eux entrant à l'hôtel, s'embrassant, la main de Tanguy sur les fesses de ma sœur. Les captures d'écran des relevés bancaires volés avec les transactions surlignées en rouge. J'ai appuyé sur Envoyer. La barre de chargement a avancé. 50%. 100%. Envoyé. Puis, j'ai composé un numéro enregistré dans mes favoris sous le nom Urgence. Pas celui de Sidonie. Celui du commandant de gendarmerie que nous avions prévenu et qui attendait mon feu vert. Commandant ? C'est Marielle. Ils l'ont fait. Ils ont sorti le faux document et l'ont présenté devant témoins. Ils sont tous là.
Vous pouvez intervenir. C'est un flagrant délit. On arrive, madame. On est au bout de l'allée. Tenez bon. J'ai posé le téléphone sur le siège passager. J'ai regardé la maison. Mon château. Mon œuvre. Elle brillait dans la nuit, magnifique et indifférente au drame qui s'y jouait. J'ai attendu, comptant les secondes. À l'intérieur, je voyais les têtes commencer à se baisser vers les téléphones. Les notifications devaient pleuvoir. Bip. 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 J'ai vu le visage de ma tante se figer, sa bouche s'ouvrir en un pot de stupeur. J'ai vu mon oncle froncer les sourcils en regardant son écran, puis regarder Océane avec horreur. Le poison de la vérité commençait à se répandre dans leurs veines. Puis, au loin, déchirant le silence de la campagne, j'ai entendu la musique la plus douce que j'ai jamais entendue, les sirènes hurlantes des voitures de police qui approchaient dans la vallée, se rapprochant inéluctablement. 15 minutes exactement après mon départ, la fête a été brutalement interrompue non pas par des chants de Noël, mais par des gyrophares bleus inondant le salon à travers les vitres, balayant les murs de lumière stroboscopique. 3 voitures de gendarmerie ont dérapé sur le gravier de l'allée, bloquant toute sortie. Je suis sortie de ma voiture, ajustant mon manteau. Sidonie est arrivée en même temps avec sa propre voiture, sortant comme une valkyrie prête au combat. Elle m'a fait un clin d'œil complice. Prête pour le spectacle final, Marielle ? Nous avons marché vers la porte d'entrée, encadrés par 6 gendarmes en uniforme, armés, le visage grave. L'un d'eux a frappé violemment à la porte. Boum. 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 Gendarmerie nationale. Ouvrez immédiatement. C'est Tanguy qui a ouvert, livide, un verre à la main qui tremblait tellement que le liquide se renversait. Quand il m'a vu debout derrière les policiers, le regard d'acier, ses jambes ont flanché. Il a dû s'appuyer au cadre de porte. Nous sommes entrés en force. Le silence dans le salon était sépulcral. La musique avait été coupée. L'odeur de la fête semblait soudain rance. Océane se tenait toujours près de la cheminée, son verre à la main, mais elle tremblait de tout son corps. Son visage était passé de la joie triomphante à la terreur pure. Son maquillage coulait déjà. Qu'est-ce qui se passe ? A-t-elle couiné, sa voix montant dans les aigus, essayant encore de jouer la victime ingénue. Pourquoi la police est là ? C'est une fête privée. Le commandant s'est avancé, imposant. Mademoiselle Océane, vous êtes en état d'arrestation pour faux et usage de faux en écriture publique, tentative d'escroquerie en bande organisée et usurpation d'identité. Quoi ? Non. C'est un malentendu. C'est faux. Elle s'est tournée vers Tanguy, paniquée. Dis-leur. Dis-leur que c'est une erreur. Mais avant que Tanguy puisse ouvrir la bouche, Sidonie a pris la parole, sa voix résonnant comme un jugement dernier dans la grande pièce. Il n'y a pas de malentendu, mademoiselle. Nous avons les preuves formelles que le document que vous tenez est un faux grossier, réalisé avec la complicité d'un clerc de notaire véreux qui est lui aussi en train d'être interpellé à son domicile à l'heure où je vous parle. Et nous avons les preuves que vous, Tanguy, êtes complice actif de cette machination. Un murmure d'horreur a parcouru l'assemblée des invités. Ils reculaient tous, s'éloignant d'Océane comme si elle était contagieuse. Les gendarmes se sont approchés et ont passé les menottes à Océane, lui tordant les bras dans le dos. Le cliquetis métallique a été le seul bruit dans la pièce. Maman. Papa. Aidez-moi. Ils me font mal. A hurlé Océane en se débattant comme une furie. Elle ment. Marielle a tout inventé. Elle est folle. Mes parents étaient assis sur le canapé, pétrifiés, incapables de bouger. Ils venaient de regarder la vidéo sur leur téléphone. Ils avaient vu les preuves de l'adultère. Ils avaient entendu leur petite fille chérie traiter sa sœur de bête et planifier de la dépouiller sans remords. Ma mère a levé les yeux vers Océane, puis vers Tanguy, le visage décomposé. Vous, a-t-elle balbutié, la voix brisée. Vous couchiez ensemble ? Alors que tu es mariée à sa sœur ? Océane, c'est ton beau-frère. C'était le coup de grâce morale. L'escroquerie, ils auraient peut-être pu essayer de la justifier ou de la pardonner dans leur logique tordue. Mais l'inceste moral ? L'adultère au sein de la famille ? C'était trop, même pour eux.
C'était une souillure indélébile. Sidonie, impitoyable, a branché sa tablette sur le système HDMI du grand écran de télévision du salon, là où tournaient en boucle des images de feu de cheminée YouTube quelques minutes plus tôt. Puisque tout le monde est là et que la famille est réunie, a-t-elle dit calmement, regardons ensemble l'étendue de la trahison. Pas de secret ce soir. Les photos ont défilé en grand format, 65 pouces de honte. Tanguy et Océane s'embrassant dans la voiture. Océane signant les faux papiers en riant. Les relevés de compte montrant mes économies siphonnées pour payer leurs hôtels de luxe et leurs bijoux. Chaque image était une gifle pour l'assistance. Chaque image était un clou dans leur cercueil social. Les invités, mes oncles, mes cousins, regardaient Océane et Tanguy comme s'ils étaient des monstres. Certains pleuraient, d'autres filmaient avec leur téléphone. Tanguy s'est effondré à genoux devant moi, pleurant à chaudes larmes, la morve au nez. « Marielle, pardonne-moi. Je t'en supplie. Elle m'a manipulée. Je ne voulais pas. Elle m'a forcé. Je t'aime. » Je l'ai regardé avec un dégoût absolu, comme on regarde un insecte qu'on vient d'écraser. « Ne me touche pas, ai-je dit doucement. Tu me dégoûtes. » Puis, dans un geste que je ne regretterai jamais, j'ai levé la main et je l'ai giflé. Un claquement sec, violent, qui a résonné dans toute la maison. C'était pour les 5 années de mensonges. Pour chaque fois qu'il m'avait fait sentir que je n'étais pas assez bien. Pour m'avoir volé ma jeunesse. Océane, menottée, continuait de cracher son venin alors que les gendarmes l'emmenaient vers la sortie, la tirant par les bras. « Tu n'es qu'une jalouse, Marielle. Tu as toujours été jalouse de moi. Cette maison ne te va même pas, tu es trop ringarde pour elle. Tu finiras seule avec tes chats. » Je me suis approché d'elle. Je l'ai regardée droit dans les yeux, mon visage à quelques centimètres du sien. Peut-être, Océane. Peut-être que je finirai seule. Mais cette maison est à moi. Je l'ai payée. Je l'ai construite. Et toi, ce soir, tu dors en garde à vue sur un matelas sale. Et demain, tu seras une criminelle. Joyeux Noël, petite sœur. Quand Océane a été sortie, hurlant comme une possédée, le calme est revenu. Un calme lourd, poisseux, irrespirable. Mes parents se sont levés, tremblants comme des feuilles. Mon père, Bernard, a essayé de s'approcher de moi, tendant une main hésitante. « Marielle, ma fille, on ne savait pas. Vraiment, on pensait bien faire. »« Stop, ai-je dit, levant la main. N'osez même pas. Vous ne saviez pas pour les faux papiers, peut-être. Mais vous saviez qu'elle me manquait de respect depuis toujours. Vous m'avez demandé de lui donner ma maison ce soir. Vous avez applaudi quand elle m'a chassé. Vous avez choisi votre camp depuis ma naissance. » Ma mère pleurait toutes les larmes de son corps, s'agrippant à la table. « On est une famille, Marielle. Pardonne-nous. »« Non, ai-je coupé, ma voix tranchante comme du verre. Vous étiez une famille. Moi, j'étais la banque. J'étais la servante. J'étais le bouc émissaire. C'est fini. Je démissionne. » J'ai tendu le doigt vers la porte ouverte. « Sortez. Tous. La fête est finie. Cette maison est la mienne. Et vous n'y êtes plus les bienvenus. » Jamais. Personne n'a osé protester. Ils ont pris leur manteau en silence, tête basse, rasant les murs, honteux d'avoir été témoins et complices de cette mascarade. Tanguy a été emmené par la police dans une autre voiture pour complicité. En 10 minutes, la maison était vide. Il ne restait que moi, Sidonie, et le feu qui crépitait encore, indifférent à la tragédie humaine. Les jours et les mois qui ont suivi ont été un tourbillon juridique et émotionnel épuisant, mais nécessaire. Océane a passé 48 heures en garde à vue. Face aux preuves accablantes et à la trahison de Tanguy qui a tout avoué pour sauver sa peau, elle a craqué. Elle a tout avoué, essayant pathétiquement de tout mettre sur le dos de Tanguy, disant qu'il avait ensorcelé. Tanguy, de son côté, disait qu'Océane était le cerveau. C'était pathétique de les voir s'entretuer comme des rats dans un sac. La justice a été implacable. 6 mois plus tard, le verdict est tombé au tribunal correctionnel de Lyon. Océane a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis, une mise à l'épreuve de 2 ans, et une lourde amende pour faux en écriture publique.
Mais le pire pour elle, ce fut la mort sociale. Avec un casier judiciaire, sa carrière d'influenceuse s'est effondrée du jour au lendemain. Les marques ont rompu tous les contrats. Ses followers l'ont abandonnée quand l'histoire a fuité. Elle a dû trouver un travail de caissière dans un supermarché pour rembourser ses dettes et payer ses avocats. Elle vit maintenant dans un petit studio, loin du luxe qu'elle convoitait. Tanguy a tout perdu. Le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs en un temps record. Il est parti sans un sou, condamné à me verser des dommages et intérêts massifs pour préjudice moral qu'il paiera probablement par petites mensualités toute sa vie. Il a perdu son emploi suite au scandale. Il vit maintenant dans un studio miteux, rejeté par ses collègues et sa propre famille qui a honte de lui. Quant à mes parents, c'est peut-être la partie la plus triste, mais aussi la plus libératrice. Ils ont essayé de me rappeler des dizaines de fois. Ils m'ont envoyé des lettres larmoyantes. Ils disaient qu'ils étaient vieux, qu'ils avaient besoin de moi. Que Océane était malade et qu'il fallait pardonner, que c'était chrétien. Je n'ai jamais répondu. J'ai bloqué leur numéro. J'ai renvoyé les lettres sans les ouvrir. J'ai appris par une tante qu'ils avaient vieilli de 10 ans en 6 mois, rongés par la honte et le regret, isolés de leurs amis qui connaissaient la vérité. Oui, j'ai vendu la maison. C'était une décision difficile, déchirante même. J'avais mis tant d'amour, tant de sueur dans ces murs de pierre. Mais après cette nuit de Noël, l'air y était devenu irrespirable pour moi. Chaque pièce me rappelait la trahison. La cuisine me rappelait les regards méprisants d'Océane. Le salon me rappelait la lâcheté de Tanguy et les applaudissements de mes parents. C'était devenu un mausolée, pas un foyer. J'ai vendu la ferme pour une somme astronomique, bien supérieure à mon investissement initial, profitant de la hausse du marché. Avec l'argent, j'ai acheté un magnifique Penthouse au centre de Lyon, avec une terrasse immense donnant sur Fourvière que j'ai transformé en jardin suspendu luxuriant. C'est mon nouveau sanctuaire. Un endroit vierge de souvenirs toxiques. Un endroit où personne n'a jamais essayé de me voler, où personne ne m'a jamais manqué de respect. J'ai recommencé à zéro. J'ai rencontré quelqu'un, un architecte comme moi. Un homme qui a sa propre maison, sa propre carrière, son propre argent, et qui me respecte pour ce que je suis, pas pour ce que je peux lui donner. Il connaît mon histoire et il admire ma force. Je ne vois plus ma famille. Je sais, cela peut paraître dur, radical. Certains diront, mais c'est ta mère, c'est ta sœur, on n'a qu'une famille. Mais j'ai appris une leçon vitale cette nuit-là, le sang ne fait pas la famille. L'ADN n'est pas une excuse pour l'abus. L'amour, le respect, la loyauté font la famille. J'ai coupé la branche pourrie pour sauver l'arbre. J'ai amputé le membre gangrené pour survivre. Et aujourd'hui, je respire enfin à plein poumon. Cette cicatrice restera toujours en moi, mais elle est devenue ma force, mon armure. Elle me rappelle chaque jour que je suis capable de me défendre. Que je ne suis plus la petite fille qui cherche désespérément l'approbation de parents qui ne l'aimeront jamais assez. Je suis Marielle. Je suis l'architecte de ma propre vie. Et personne, plus jamais personne, ne prendra ma place ou ne me volera ce qui est à moi. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était douloureux de la revivre pour vous, mais nécessaire. J'espère qu'elle vous donnera le courage de dire stop si vous êtes exploité par votre entourage, même si c'est votre famille. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de karma instantané. Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous sauver? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires, je les lirai tous avec attention. Prenez soin de vous et ne laissez personne éteindre votre lumière.